Bonjour Isabelle, ravie de te Bonjour, rencontrer. On se croise enfin en chair en os ouais, à ça ces fait rencontres vraiment citoyennes plaisir. de Vierzon. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel collectif, association tu représentes, quels sont leurs objets et d'où tu viens? Alors, donc Isabelle, je viens des Landes et où je vis depuis 15 ans et je représente ce week-end les parents en colère avec qui je suis active sur plusieurs collectifs, pardon. Mais c'est vraiment le collectif avec lequel je m'investis le plus depuis ces 2 dernières années pour défendre un petit peu de nous défendre contre un petit peu toutes les lois liberticides qui vont à l'encontre de nos droits fondamentaux et contre les droits naturels en fait de la nature. Et voilà, après je collabore aussi par l'intermédiaire des PEC. J'ai rencontré l'équipe de l'Honest et donc ses experts et je suis donc aussi membre de l'Honest. Et L'ONES, c'est quoi? l'Organisation nationale éthique, santé, transparence. Et donc, nous collaborons d'ailleurs avec ces experts, en l'occurrence pour le sujet de l'EVARS, avec l'Honest. Du coup, voilà. Donc vous êtes en accord sur les valeurs que vous défendez, en même temps les parents en colère et en même temps l'honnête, en fait c'est ce qui fait la jonction. Oui, tout à fait, parce que c'est donc bien sûr nous ne sommes pas experts mais il y a c'est juste du bon sens en fait, et donc chez les parents en colère, on est pour l'abrogation déjà de la loi de 2001 en fait, hein, et qui est partie avec de bonnes intentions sur de la prévention. Mais quand on fouille, quand on prend la peine de lire, moi je n'ai pas d'enfant, donc je n'avais vraiment pas d'idée de ce qui pouvait se passer en fait dans les écoles. Et quand on va lire les textes et quand on fouille de qui ça vient, eh bien on peut comprendre en fait que ça va bien au-delà d'une simple prévention et que ce n'est pas l'endroit approprié à l'école et surtout de la façon dont c'est fait. Alors nous avons cherché des experts, on a fouillé un petit peu partout et c'est vraiment les membres de l'Honest qui correspondaient à notre position sur le sujet, c'est-à-dire que voilà, que ce soit l'EAS, les VAR, les VARS, l'EAS, comme on peut le nommer, n'a pas sa place à l'école. Et, et puis les experts, que ce soit dans la santé ou point de vue juridique, tous en fait, quand on connaît leur travail, on réfléchit un petit peu. Et là, on voit que, enfin voilà, c'est simplement du bon sens et on est tombé d'accord sur ce côté un petit peu peut-être radical pour certains, mais on voit bien que ce que ça a donné sur d'autres secteurs, on est à une période où on ne peut plus parlementer, on ne peut plus négocier, et donc voilà, on veut simplement l'abrogation simple et définitive de ces programmes. Et donc oui, nous sommes là-dessus sur la même longueur d'onde, et donc voilà. Et donc les parents en colère, comme l'honnête aussi, participent donc à aider les personnes vulnérables, mais sont intervenus aussi pour les gens qui avaient des problèmes à accéder aux hôpitaux, contre cette vaccination pour les enfants. Enfin, ça va plus loin que les VAR, ça, on est bien Oui, d'accord? tout à fait. Quand on a eu les premiers contacts de parents en fait qui nous ont contactés pour ce sujet, depuis ça nous prend une bonne partie de notre temps. Mais évidemment, c'est pas le seul sujet puisque les parents en colère, comme l'honnête, hein, finalement, c'est tout ce qui va toucher à la santé, ce qui va toucher, comme je vous le disais tout à l'heure, aux lois naturelles en fait du vivant, et puis tout ce qui va à l'encontre de nos droits fondamentaux et contre nos libertés en fait. Donc moi j'ai rejoint les parents en colère au moment effectivement après, donc les parents en colère avaient déjà agi pour les mesures sanitaires pour les enfants, contre les mesures sanitaires imposées aux enfants à l'école, et puis aussi dans tous les lieux de sociabilisation. Et puis moi quand je suis arrivée, c'est parce que les gens n'avaient plus accès aux soins. Et donc effectivement avec les parents en colère, on a beaucoup agi là-dessus pour soutenir, aider et faire valoir en fait le droit de l'accès aux soins sans passe sanitaire. Donc oui, nous sommes intervenus pour que les gens puissent accéder en fait aux soins sans passer par le test, sans avoir un passe vaccinal. Voilà.
On a continué longtemps, puisque que ce soit dans des établissements de santé, mais aussi dans certaines écoles, il y a des personnes qui continuaient à imposer des mesures sanitaires. Le masque, le port du masque, le gel sur les mains. Et on sait aussi l'effet néfaste du gel sur les mains pour les enfants. Le masque aussi, hein, bien sûr. Mais je pense qu'on ne parle pas assez du gel sur les mains qui a été un gros problème. Voilà. Ouais, on agit un petit peu sur tous les sujets. Et aussi un sujet qui est finalement lié, qui fait lien entre les deux. C'est le garde d'asile, parce que ça, le garde d'asile, donc le vaccin contre les HPV, soi-disant, donc le papillomavirus, voilà, il y a très peu de personnes qui se sont vraiment, tout le monde est resté sur les injections Covid, et on est très peu quand même à avoir agi. Alors il y a aussi un autre collectif qui s'est un petit peu émancipé, donc Parents Citoyens de France, mais voilà, on est les deux collectifs à avoir agi pour protéger, aussi réinformer, avec en l'occurrence le couple de l'Épine qui a beaucoup contribué, mais d'autres aussi. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi Jean-Jacques Bourguignon. Enfin, la chance. Non, pas vraiment une chance, mais voilà, je peux côtoyer Jean-Jacques Bourguignon qui est dans mon département et qui, donc, avec leur fille, ont vécu ces bénéfices négatifs de cette injection. Et donc, ce qui nous offre aussi beaucoup de support, beaucoup de témoignages. Voilà. Bon, c'est vrai que les parents en colère sont vraiment sur le terrain. Hein. C'est vraiment leur expertise, si je puis dire. Oui, voilà. Nous ne sommes pas experts dans chaque domaine, mais un petit peu comme des patients finalement qui ont une maladie et puis que, à force de fréquenter les établissements de santé, on devient expert. Donc nous, c'est pareil. Nous étions des parents, des tontons, des tatas, enfin des individus, des êtres humains qui se sont souciés des autres. On a creusé les sujets et on s'est entouré de personnes qui maîtrisaient le sujet. Et nous, et d'ailleurs, c'est comme ça que les sujets que l'on traite chez les parents en colère viennent. Parce que les gens disent « Ah, ils ont agi là-dessus, ils vont certainement pouvoir nous aider sur ce sujet. » Alors, au début, on ne sait pas. Donc, on dit « Ok, oui, on est d'accord avec vous, c'est pas normal. » Donc, on va chercher les experts. Et puis, on va essayer de mener des actions. Des courriers pour les défendre, des sommations par huissier pour avoir des réponses et pour avoir gain de cause, et puis aussi des signalements au procureur, et pour que ça facilite un petit peu la vie aux gens, que ce soit les adultes ou les enfants. Ça passe par le biais effectivement des collectifs. On le médiatise aussi, et ainsi c'est plus facile aussi pour les personnes à vivre. Ils se sentent moins seuls, et quand ils sont confrontés à une administration, les réponses ne sont pas les mêmes que s'ils étaient seuls. Ils voient quand même qu'il y a du monde derrière, que les personnes n'arrivent pas seules, et donc c'est plus facile. Et on a besoin de soutien en fait aussi, tout simplement. Le soutien, c'est important. Donc oui, nous sommes sur le terrain, d'où les collectifs Parents en colère, voilà, qui couvrent presque tout le territoire de la France maintenant. Et tu me parlais d'une autre association que tu soutiens chez toi dans les Landes. Ouais. Alors, dans les Landes, je soutiens aussi la fédération SAPA, Stop au placement abusif. Il manque le i pour et inversé, parce que ou inversé en fait. C'est lors des manifestes actions qu'on organisait pour différents sujets, avec différents collectifs, où je suis rentrée en contact avec des familles qui subissaient ces placements abusifs. Donc la première famille que j'ai rencontrée et qui m'a permis vraiment de connaître l'ampleur, de voir l'ampleur du décor en fait. C'est une famille, on voit, où c'est la 4e génération qui sont confrontés. Donc en fait, quand on a affaire une fois aux services sociaux, ils vous suivent toute votre vie. Donc voilà. Et là, j'ai vraiment, j'ai halluciné. Vraiment, je pensais pas que, pour moi, la protection à l'enfance, l'aide sociale à l'enfance, les assistantes sociales, les éducateurs, enfin, voilà, c'était vraiment pour accompagner, aider les familles. Et puis, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'enfants qui auraient besoin d'être aidés, qui ne le sont pas, qui sont laissés aux mains de leurs bourreaux. Et par contre, il y a des familles qui ont juste besoin d'un petit coup de main et qui s'adressent aux services sociaux. Et la réponse qu'on leur donne, c'est le placement de leurs enfants. Et aussi des parents protecteurs. Donc c'est là qu'on parle de placement inversé. Des parents qui veulent protéger. Alors je dis des parents parce qu'on a souvent tendance à parler de maman protectrice.
Alors, si malgré tout, c'est à environ 80% des cas, ce sont des papas qui sont les bourreaux, il y a quand même aussi des mamans qui ne se comportent pas bien avec leurs enfants. Donc je parle de parents protecteurs. Et si ces parents protecteurs ont le courage d'aller parler, en fait, eh bien là aussi leur enfant est placé. Ces personnes sont vraiment, elles, stigmatisées, sont mises à part. Peut-être d'ailleurs certaines ont eu affaire à la psychiatrie après tout ça. On leur enlève leur enfant et dans la plupart des cas, le parent bourreau a lui d'abord des visites médiatisées, a des droits de visite sans médiateur et obtient des droits d'hébergement et des fois simplement a lui la garde de l'enfant. Enfin elle, cette personne, a la garde de l'enfant, alors que le parent protecteur, en fait, lui, est privé de voir son enfant, ou ses enfants d'ailleurs. Donc voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui me permet aussi de faire du coup le lien quand on est arrivé sur le sujet de l'EVARS. J'ai tout de suite vu l'arnaque de cette prétendue prévention, parce qu'on sait que simplement 3% des agresseurs passent au tribunal et sont inculpés. Et dans le cas de l'inceste, donc l'inceste, je rappelle que ce n'est pas seulement le papa ou la maman, ça peut être aussi un grand frère, une grande sœur, ça peut être un tonton, un tata ou un ami très proche de la famille. Okay. C'est une petite précision. Et puis nos contradicteurs comprendront là où je veux en venir. Voilà, donc ça m'a permis de voir le lien que l'EVARS, avec cette prétendue prévention sur l'inceste, eh bien c'est nous tromper, c'est nous leurrer, parce qu'en fait on veut libérer la parole des enfants, mais la parole des enfants finalement est déjà libérée, et ce qui empêche de libérer la parole, c'est que tout dysfonctionne derrière et que presque, même quasi tout est inversé derrière, tout le process est inversé. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, alors première question, qu'est-ce qui t'a personnellement amené à t'engager activement, on va dire, sur le terrain, et donc comme par exemple venir à ces conférences? Eh bien parce que j'étais curieuse, voilà, j'œuvre depuis un petit peu toujours par mon métier. J'aime transmettre et bousculer un petit peu les habitudes et les dogmes. Et donc depuis depuis 4 ans et demi, 5 ans maintenant que je suis un petit peu plus investie, je pensais pas qu'un jour je serais un petit peu référente, coordinatrice. Je suis une très bonne suiveuse, mais j'aime pas trop impulser. Mais voilà, par contre j'aime bien savoir de quoi je parle. Je me suis dit que la meilleure chose, c'était d'aller sur des événements pour rencontrer des personnes, des experts, échanger. Il n'y a rien de mieux quand même que la rencontre physique. Et puis au cours de ces déplacements, j'ai vraiment déjà senti cette énergie qui se dégageait entre toutes ces personnes qui s'investissaient. Au-delà des connaissances, des expertises que l'on peut s'approprier, etc., il y a vraiment une chaleur humaine qui se dégage. Et ça fait du bien en fait, parce que des fois c'est pas toujours facile localement à bouger les membres de ces collectifs. Et on repart en général, même si on a entendu des choses difficiles, on repart boosté, parce que autant par les personnes qui donnent tant de leur temps et de leur énergie, que par les témoignages des gens qui ont été affectés par un problème de santé ou autre, judiciaire ou autre, ces personnes qui... donc moi j'ai fait partie aussi des non essentiels, mais voilà, j'ai pas été dans le cas de certaines personnes qui ont dû faire vraiment un choix important dans leur vie, et qui sont aussi maintenant stigmatisés et qui n'ont plus le droit d'exercer, non pas parce qu'ils n'ont plus le pass, mais parce qu'ils ont osé parler et ils ont osé s'occuper de leurs patients ou de leurs clients, hein, parce qu'il y a aussi des avocats, voilà, on parle des médecins souvent, mais voilà, il y a plein d'autres professions. D'avoir ce courage-là, de venir s'exprimer, et donc voilà, j'ai trouvé ça génial, et on repart toujours riche de plein de choses voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, en quoi tu penses que ces rencontres citoyennes qui sont organisées là sont nécessaires, utiles, particulières?
Alors, je vous l'ai déjà un petit peu décrit, là, du coup. Moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Alors bon, et je suis montée aussi d'un petit cran, c'est-à-dire qu'avant, au début, je venais en tant que spectatrice. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on m'a sollicité pour savoir si je voulais prendre la parole pour représenter tel ou tel collectif avec lequel j'œuvrais. Et donc, bon, j'ai eu un petit peu du mal. Et puis après, je me suis dit, après tout, voilà, ça permet aussi de montrer à tout à chacun qu'on peut vraiment s'investir d'une cause sans être expert, qu'il n'y a pas besoin d'avoir un verbe fabuleux pour pouvoir prendre la parole, s'exprimer. Ce qui est important, c'est de pouvoir justement transmettre ce qui se passe chez nous, de rapporter. Là, on vient de toute la France. Et donc, chaque département, voilà, on pense aussi aux gens qui sont un peu plus loin, qui c'est un peu plus compliqué de prendre l'avion, de nous rejoindre, mais c'est vraiment aussi important de transmettre ce qui se passe localement chez nous, parce que chaque département, chaque région a un environnement différent, un contexte différent, et donc de partager nos expériences. Et puis aussi parce que les réseaux, c'est bien, les réseaux sociaux, mais vous savez comment sont les algorithmes, ils sont un peu coquins. Et donc, des fois, ça ne nous permet pas de toujours connaître l'existence d'un collectif, d'une association qui œuvre sur tel et tel sujet. Et donc là, c'est le moment de se réunir et de faire connaissance et de savoir ce que les uns et les autres font. D'accord, merci beaucoup. Alors, dernière question, si tu pouvais changer une chose, maintenant, avec une baguette magique, ce serait quoi? Et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Juste une. Juste une, oui. Alors, s'il n'y avait qu'une chose à changer, je pense, enfin, si je pouvais changer une chose, c'est reconnecter l'esprit des gens à leur corps à leur esprit, et que les gens reviennent à leur nature profonde, qui se reconnectent au vivant. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai un petit moment d'émotion. Parce que tu penses qu'ils sont déconnectés du coup? Oui, complètement. Parce que, voilà, je suis un peu touchée parce que j'ai vécu des choses avec des clients récemment. Et donc oui, reconnectez-vous à l'environnement, à votre corps vous parle, on essaie de vous couper de tout ça, que tout le matériel est important. Non, oui, ça peut contribuer au bonheur, au bien-être, mais on est vraiment loin de l'essentiel, donc revenons aux choses essentielles. Voilà. Ok. Merci beaucoup Isabelle.